Ce projet n'est pas qu'un geste d'urbanisme. Il se présente comme une déclaration de guerre à la fatalité, à l'ordre ancien et à la dépendance. C'est le manifeste d'une nouvelle génération qui refuse d'attendre, qui refuse de quémander, qui refuse d'accepter la place qu'on lui a assignée sur l'échiquier mondial. Imaginez un instant, alors que les colonnes de poussière recouvrent la savane, que le bruit sourd des armes ne cesse de résonner au nord, et que la pauvreté ronge les villages du sud, une ville surgit. Pas une simple agglomération, mais une cité flambant neuve, dessinée pour incarner l'audace, la résilience et la fierté d'un peuple longtemps acculé. Derrière cette vision, un homme, Ibrahim Traoré. Jeune capitaine de l'armée burkinabé, il a bousculé tous les codes. Né en 1988, dans une famille modeste, il grandit entre privation et dignité, témoin des limites d'un système qui laisse peu de place aux rêves. Dès l'enfance, il observe les injustices, les failles de l'État, la résignation qui s'installe. Peut-on vraiment bâtir une ville du futur au cœur du chaos africain? Cette question, à la fois provocatrice et essentielle, résonne plus fort que jamais dans le contexte actuel du Burkina Faso. Face aux défis titaniques qui s'abattent sur ce pays d'Afrique de l'Ouest, l'idée de bâtir une cité nouvelle, moderne et indépendante, semble relever de la pure folie. Et pourtant, c'est ce pari insensé qu'Ibrahim Traoré a décidé de tenter, faisant entrer son pays dans une ère de tous les possibles et de tous les risques. Rapidement, il se distingue. Refus du faste, discipline de fer, écoute sincère des soldats et des civils. Il reste au contact du terrain, là où la vie est la plus dure, là où la peur est la plus aiguë. Ce contraste est frappant dans un pays marqué par la distance abyssale entre les élites et le peuple. Mais Traoré refuse la voie de la facilité. Beaucoup, dans sa situation, auraient cherché à s'exiler, à quitter ce pays enclavé, à suivre la route de l'émigration. Lui, au contraire, choisit de s'engager. Il rejoint l'armée, non par goût du pouvoir, mais par volonté de servir et de protéger. Mais l'homme, aussi charismatique soit-il, doit faire ses preuves. Comment transformer la ferveur populaire en avancées concrètes? Comment répondre aux attentes immenses d'un peuple meurtri qui n'a plus le luxe de l'échec? Le point de bascule survient en 2022. Alors que le pays s'enfonce dans une crise profonde, que les attaques djihadistes se multiplient, que le gouvernement semble impuissant, Traoré prend la tête d'un coup d'État. Mais ce n'est pas une prise de pouvoir classique, c'est le soulèvement d'une génération lassée des promesses non tenues, avide d'un véritable changement. C'est là qu'apparaît le projet d'une ville nouvelle, pensée comme le cœur battant d'un Burkina Faso souverain. Pourquoi risquer autant sur un pari urbain alors que la nation ploie sous le poids de la crise? À moins de 35 ans, Traoré devient le symbole d'une rupture. Son style détonne, présence sur le terrain, franc-parler, communication directe via les réseaux sociaux. Il parle à la jeunesse, à ceux qui n'ont jamais eu voix au chapitre. Il affiche clairement sa volonté de rompre avec la tutelle occidentale, cherchant de nouveaux partenaires, notamment en Afrique et en Asie. Pour Traoré, le choix est clair. Il s'agit de tourner le dos à des décennies d'attentisme et de soumission. Plutôt que d'attendre la stabilité pour agir, il choisit d'anticiper, de créer une dynamique nouvelle. Ce projet, c'est une réponse politique, économique et symbolique à l'urgence nationale. Ce choix est lourd de sens. Pas de prêts toxiques, pas d'intérêt à rembourser sur des décennies, les emplois, les profits et les décisions restent sur le continent. C'est une rupture totale avec la logique des méga-projets africains traditionnels, souvent pilotés de l'étranger et synonymes d'endettement chronique. Le coût, 320 milliards de francs CFA. Cela représente environ 500 millions de dollars. Pour donner une idée, c'est l'équivalent de presque 10% du budget annuel du Burkina Faso. Une somme qui, dans d'autres contextes, aurait été jugée insoutenable. Mais ici, le financement ne vient pas de Paris, de Washington ou de Pékin. Il est levé sur le continent africain lui-même, auprès de partenaires régionaux, d'entrepreneurs locaux, de fonds souverains africains. Mais de quoi parle-t-on exactement? Il s'agit d'ériger, en plein désert burkinabé, une ville intelligente, écologique et autonome. Au centre, une tour de 35 étages, la Burkina Tower, appelée à devenir la plus haute de toute l'Afrique de l'Ouest. Tout autour, 15 immeubles modernes, des logements pour des milliers de familles, des centres de santé ultramodernes, des écoles, des universités, des espaces verts, des marchés, le tout alimenté par un maillage solaire et des solutions de recyclage d'eau avancées. Le Burkina Faso veut éviter ces pièges.
Ici, l'enjeu est de prouver qu'un pays en guerre, sans ressources pétrolières majeures, peut bâtir une cité durable et inclusive. Pour illustrer ce défi, pensons à d'autres villes nouvelles sur le continent. Au Nigeria, la ville d'Écho-Atlantique, sortie de l'océan au large de Lagos, fut pensée comme un Eldorado moderne. Mais elle reste aujourd'hui critiquée pour son accès réservé aux élites et son impact environnemental douteux. Au Kenya, Konza Technopolis a été lancée comme la Silicon Savannah, mais le chantier a connu de nombreux retards et des critiques sur le manque d'inclusion locale. Pour les transports, la ville prévoit de s'appuyer sur l'expérience de Kigali au Rwanda qui a réussi à déployer une flotte de bus électriques, réduisant la pollution et offrant des emplois à la jeunesse locale. Mais évidemment, ce rêve suscite de profondes inquiétudes. Un exemple concret d'innovation, l'intégration d'une centrale de stockage d'énergie capable de fournir de l'électricité de secours à toute la ville en cas de panne. Inspirée du modèle sud-africain de stockage d'énergie par batterie lithium-ion, cette centrale pourrait garantir l'autonomie énergétique, même lors des périodes de faible ensoleillement. La ville sera dotée d'infrastructures pilotées par intelligence artificielle, d'un réseau de bus électriques, de pistes cyclables étendues, de toits végétalisés pour rafraîchir l'air et d'un système de recyclage de l'eau à grande échelle. Les concepteurs ambitionnent d'offrir un accès à Internet haut débit à tous les foyers et de créer des quartiers où chaque logement disposerait de panneaux solaires individuels. Comment garantir que l'économie du pays ne pliera pas sous le poids de ce chantier titanesque? Les équipes locales, jeunes et souvent novices, sauront-elles gérer un projet d'une telle ampleur, alors que les défis logistiques et techniques sont nombreux? Mais cette promesse n'a rien d'évident. Les expériences récentes en Afrique montrent que les villes nouvelles deviennent souvent des enclaves réservées à une élite, coupée du reste du pays. Surtout, la modernité urbaine ne doit pas se faire au prix de l'oubli des campagnes. Au Burkina Faso, la majorité de la population reste rurale, vivant de l'agriculture de subsistance. Si la ville nouvelle capte l'essentiel des ressources, le risque d'élargir la fracture entre ville et campagne est immense. Pour répondre à cette crainte, Traoré propose un modèle de redistribution. Une partie des bénéfices de la ville doit financer des projets ruraux, irrigation, écoles, cliniques, routes. Ainsi, la prospérité urbaine doit devenir le moteur d'une renaissance rurale. Un autre exemple, celui de Diamniadio au Sénégal, où les infrastructures ultramodernes côtoient des quartiers défavorisés, illustre le danger d'une urbanisation à deux vitesses. Derrière l'architecture et les chiffres, une question fondamentale, à qui profitera vraiment cette aventure? Prenons l'exemple d'un jeune diplômé burkinabé, jusque-là contraint à l'exil pour trouver un emploi dans le numérique. Désormais, il pourra s'épanouir dans sa propre ville, travailler pour une entreprise locale, contribuer au développement de son pays sans quitter sa famille ni ses racines. La jeunesse, première cible du projet, y voit une chance unique. Des milliers d'emplois seront créés, des centres de formation dédiés aux métiers du futur seront ouverts, des start-up pourront s'installer dans des pôles d'innovation dédiés à l'agriculture intelligente, aux technologies vertes, à la santé connectée. Le choix du nom de la ville, souvent évoqué comme une nouvelle Ouaga ou une ville d'Ibrahim Traoré, cristallise les tensions. Est-ce la marque d'un tournant historique, l'émergence d'un héros national, ou bien le début d'une personnalisation du pouvoir, risquant d'éclipser l'effort collectif? Pour éviter les erreurs du passé, plusieurs scénarios se dessinent. Mais ce rêve peut aussi virer au cauchemar. Si le projet s'enlise, la désillusion sera terrible. La jeunesse, déjà lasse des promesses non tenues, risque de perdre confiance définitivement dans ses dirigeants. Le chantier pourrait alors devenir un mirage coûteux, détournant des ressources vitales d'autres urgences, comme la lutte contre la faim, la sécurité ou l'éducation de base. Cette question traverse aussi le rapport entre la ville moderne et le reste du pays. Si les retombées sont captées par une minorité, la fracture avec le monde rural s'aggravera. Tout l'enjeu, garantir l'inclusion réelle, l'accès à la formation, l'emploi, la répartition équitable des richesses, la transparence dans la gestion. Troisième scénario, la ville réussit partiellement. Certains quartiers prospèrent, mais d'autres restent à l'abandon. L'impact sur le reste du pays est limité. La fracture urbaine persiste, mais une dynamique positive s'enclenche. Dans tous les cas, le succès ou l'échec de la ville pèsera lourd dans l'imaginaire collectif. Deuxième scénario, le projet s'enlise. Les retards s'accumulent, les coûts explosent, les tensions sociales montent. Les classes populaires se sentent exclues.
Les élites captent l'essentiel des bénéfices. La défiance grandit. La ville devient alors le symbole d'un rêve brisé, d'un espoir confisqué. Premier scénario, la ville devient un modèle pour toute l'Afrique de l'Ouest. Elle attire des investisseurs africains et étrangers, inspire d'autres pays à bâtir leurs propres cités indépendantes. Le Burkina Faso, longtemps relégué au rang de pays pauvre, devient un laboratoire d'innovation, un pôle d'attractivité économique et culturelle. Pour maximiser les chances de réussite, des étapes concrètes doivent être suivies. Deuxième exigence, miser sur la formation locale. Des milliers de jeunes devront apprendre la construction, les technologies vertes, la gestion urbaine, la maintenance. Prenons l'exemple de Porto Novo au Bénin, où des budgets participatifs ont permis d'impliquer les habitants dans la gestion des infrastructures. Cette méthode a réduit les tensions et permis une meilleure adéquation des services aux besoins réels. Première exigence, refuser la centralisation du pouvoir. Trop souvent, les villes nouvelles africaines deviennent des bastions réservés à une élite. Pour briser ce cycle, il faut associer la population dès l'origine. Conseils de quartier, budget participatif, consultations publiques régulières. À Kigali, au Rwanda, le partenariat avec des universités locaux a permis de former une génération d'ingénieurs, aujourd'hui capables de gérer des projets complexes sans recours systématique à l'expertise étrangère. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, les programmes de logements sociaux ont permis de loger des dizaines de milliers de familles à faible revenu, réduisant la pression sur les bidonvilles urbains. Troisième exigence, garantir l'accès aux familles modestes. La cité ne doit pas devenir le terrain de jeu des riches. Cela implique des logements abordables, des soins de santé de qualité, des écoles et des formations ouvertes à tous sans exclusion. À Accra, au Ghana, la création d'un comité citoyen de surveillance des grands projets a permis de limiter les détournements de fonds et de renforcer la confiance entre la population et les autorités. Cinquième exigence, diffuser la prospérité au-delà des murs de la ville. Quatrième exigence, transparence absolue dans la gestion financière. Tous les fonds, publics ou privés, doivent être audités par des instances indépendantes, avec publication régulière des comptes et implication de la société civile. En Éthiopie, la coopération avec la Chine et l'Inde a permis de doter Addis Abeba d'un tramway moderne tout en formant des techniciens locaux. Sixième exigence, ne pas s'isoler technologiquement. La ville doit multiplier les partenariats ouverts avec d'autres pays africains ainsi qu'avec des nations émergentes d'Asie ou d'Amérique du Sud. Ici, l'exemple du Maroc est parlant. Les bénéfices tirés du développement de Casablanca ont été en partie réinvestis dans des infrastructures ruraux, réduisant la migration vers les villes et renforçant la cohésion nationale. En somme, il s'agit d'un véritable changement de paradigme. Sortir de la logique de dépendance, faire confiance à la jeunesse locale, inventer des modèles adaptés au contexte africain, tout en restant ouvert sur le monde. Mais même avec une vision limpide, les dangers guettent à chaque étape. Pour transformer l'utopie en réussite, il faut donc anticiper les pièges classiques, la corruption, l'exclusion, la technocratie déconnectée, l'absence de suivi. Chaque étape du projet burkinabé doit être pensée comme une opportunité d'apprentissage collectif, évaluer, corriger, ajuster, écouter la population, s'adapter aux imprévus. C'est ici que l'exemple de Curitiba, au Brésil, prend tout son sens. Cette ville a su bâtir une gestion urbaine innovante, basée sur la participation citoyenne, la mobilité douce et la répartition équitable des ressources. L'Afrique doit-elle attendre qu'on lui donne le droit de rêver? Ou bien choisir d'oser, même lorsque tout semble perdu d'avance? L'histoire africaine regorge d'utopies englouties. La ville nouvelle de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, avec sa basilique surdimensionnée, est devenue le symbole d'un rêve déconnecté des réalités du pays. À Abuja, au Nigeria, la nouvelle capitale a longtemps été critiquée pour son coût exorbitant et sa faible intégration des populations rurales. La ville d'Ibrahim Traoré pose cette question brûlante, comme un défi lancé au monde entier. Ici, il ne s'agit pas simplement de construire du béton, mais de bâtir une vision, croire en ses propres forces sans attendre la validation ou l'aide de l'étranger. Alors, comment bâtir une ville du futur au cœur du chaos africain? Pour le Burkina Faso, ce choix est colossal.
Au cœur d'un pays marqué par la guerre et la pauvreté, ériger une cité pensée, financée et dirigée par des Africains, c'est refuser l'éternel recommencement de la dépendance. C'est proclamer que l'autonomie n'est plus un rêve, mais une urgence. Pourtant, l'enjeu est trop grand pour céder à la peur ou à l'attentisme. Chaque citoyen, chaque responsable fait face à un choix historique. Aider à la naissance d'une Afrique nouvelle, ou laisser passer la chance de changer le continent à jamais. Refuser d'agir, c'est risquer de répéter les mêmes échecs, génération après génération. Mais ce rêve attire aussi le vertige du risque. L'indépendance africaine affronte des obstacles immenses. L'isolement diplomatique, la peur d'une dette écrasante, une économie précaire qui doit répondre aux besoins les plus urgents. Si la ville échoue, c'est toute une génération qui pourrait voir ses espoirs brisés et nourrir le mythe d'une Afrique condamnée à l'impuissance. En prenant des risques calculés, en apprenant des échecs du passé, en misant sur l'intelligence collective, en refusant l'exclusion, en garantissant la transparence, en s'ouvrant sur le monde tout en défendant son autonomie. Ce projet n'est pas qu'une réponse à l'urgence. Il pose une question fondamentale à l'avenir. Qui voulons-vous devenir ? Aujourd'hui, l'Afrique tient dans ses mains le pouvoir de se réinventer, à condition d'oser saisir cette audace. La ville d'Ibrahim Traoré, qu'on la voit comme le début d'une ère nouvelle ou comme une utopie dangereuse, interpelle toute l'Afrique. Avons-nous le droit de rêver sans permission ? Osons-nous tout risquer pour créer, même s'il faut tout recommencer ? À vous, maintenant, de répondre. Peut-on vraiment bâtir une ville du futur au cœur du chaos africain ? L'avenir, plus que jamais, appartient à ceux qui osent. Aujourd'hui, le Burkina Faso et avec lui toute l'Afrique se tiennent à la croisée des chemins. Le choix n'est pas entre l'audace et la prudence, mais entre la résignation et la volonté d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Le défi est immense, mais l'espoir aussi. Si la ville réussit, elle ouvrira la voie à une génération d'innovateurs, de bâtisseurs et de rêveurs africains. Si elle échoue, elle servira de leçon pour les futurs projets. Mais dans tous les cas, elle aura brisé le tabou de l'attente et rappelé à chacun que le droit de rêver, de construire et d'espérer ne s'octroie pas, il se prend.